Cette histoire est inspirée de faits réels. Les personnages et la ville ont été modifiés. France, sud de l'Europe. Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ville de Marseille, la deuxième plus grande ville du pays. Une cité ancienne bercée par le chant des cigales, le soleil écrasant de la Méditerranée et les rancunes éternelles de certains quartiers. Nous sommes en été 1999. À quelques rues du Vieux-Port, là où les touristes dégustent des bouillabaisse sous les parasols, il existe un autre Marseille. Un Marseille plus populaire, plus vrai. Ici, les immeubles sont serrés, les murs sont abîmés par le sel de la mer et les cris des enfants résonnent dans les ruelles à longueur de journée. Dans ce quartier discret situé au quartier Le Panier, deux familles habitaient des maisons voisines, mitoyennes depuis des décennies, les Renault et les Martel. Ils ne se saluaient pas, ils ne s'adressaient pas la parole, ils se détestaient. Personne ne savait vraiment pourquoi. Certains disaient qu'il y avait eu une histoire de terrain volé, d'autres parlaient d'un différend entre les grands-pères pendant la guerre d'Algérie. En vérité, la haine était devenue une habitude, transmise d'une génération à l'autre, comme un vieux meuble qu'on n'a jamais osé jeter. Mais les enfants, eux, ne connaissaient pas ces histoires. Et c'est là que Clara Renault et Lucas Martel ont défié le destin. Clara avait 9 ans, Lucas en avait 10. Leur première rencontre avait eu lieu dans la cour d'école primaire Sainte-Marie, à 10 minutes à pied de chez eux. Un ballon mal lancé, un rire partagé, et c'était parti. Une amitié immédiate, naturelle, évidente. Ils s'étaient trouvés comme deux âmes qui avaient grandi côte à côte sans le savoir. Dès lors, ils passaient leurs après-midi à courir dans les petites ruelles, à escalader les rochers du parc du Pharaon ou à rêver devant les bateaux du Vieux-Port. Mais à la maison, on leur répétait la même chose. « Tu ne joues pas avec les Martel », disait le père de Clara. Les Renault, ce sont des hypocrites, lançait la mère de Lucas. Alors ils se voyaient en cachette. Dans les escaliers, sous les voûtes en pierre, ou dans un vieux cabanon abandonné au fond du jardin partagé, derrière les immeubles. C'était leur refuge, leur monde, personne ne pouvait les y séparer. Clara trouvait en Lucas un sentiment de paix. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait. Et Lucas, derrière son regard têtu, savait qu'il ferait n'importe quoi pour la protéger. Les années passèrent, les corps changèrent, l'amitié devint complicité. Puis, peu à peu, quelque chose de plus. Ils avaient 17 ans quand Lucas lui prit la main pour la première fois. À 18, ils s'embrassaient en secret. À 20, ils faisaient déjà des projets de fuite, de vie à deux, loin des querelles stupides. Mais Marseille a une mémoire longue. Et parfois, les fantômes du passé se glissent dans les histoires d'amour les plus sincères. Clara marchait vite dans la ruelle pavée du Panier, les cheveux attachés à la va-vite, le sac de cour à moitié ouvert. Il faisait déjà chaud pour un matin de printemps, et les volets en bois des immeubles n'étaient pas encore tous ouverts. Marseille s'éveillait doucement. Lucas l'attendait comme toujours, adossé au mur de leur coin habituel, un sourire discret sur les lèvres. « Tu as failli être en retard », dit-il en lui prenant la main. « J'ai dû aider maman à préparer le déjeuner. Mon père est de mauvais poil ce matin. Il est de mauvais poil tous les matins, non ?» Elle rit doucement, mais son regard était ailleurs. Depuis quelques semaines, quelque chose avait changé. Pas entre eux, tout semblait plus fort, plus solide que jamais, mais autour d'eux. Le monde devenait moins tolérant, les regards plus méfiants, les gestes surveillés. Ils avaient maintenant 20 et 21 ans. Ils n'étaient plus des enfants, mais les règles absurdes entre leurs familles, elles, étaient restées figées dans le temps. Ce matin-là, en rentrant chez elle après les cours, Clara trouva son père dans le salon, les bras croisés, le visage fermé. « Tu étais encore avec ce garçon », dit-il sans lever la voix. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle savait que discuter ne servirait à rien. « Papa, tu ne le connais même pas. Je sais d'où il vient. Et je sais de quelle famille il est. Et c'est largement suffisant. Mais moi je l'aime. » Le silence tomba comme une pierre. Un silence lourd, froid. « Tu n'es plus une gamine, Clara. Il est temps de penser sérieusement à ton avenir. Et il n'en fera pas partie. » De son côté, Lucas sentait aussi le vent tourner. Ses parents parlaient de plus en plus fort à la maison. Sa mère évoquait des fréquentations malsaines, son père lui avait interdit de sortir certains soirs. Il n'avait pas besoin d'un dessin. Et plus la pression montait, plus les disputes entre Lucas et Clara devenaient fréquentes. Rien de grave, mais assez pour créer de petites fissures. Des incompréhensions, des mots trop secs, des silences trop longs. Un soir, alors qu'ils s'étaient retrouvés dans leur cour secrète, Clara, les yeux brillants de colère, avait lancé. « Tu crois qu'on peut tenir comme ça éternellement ? Cacher, mentir, fuir ? Tu veux qu'on s'affiche en pleine rue ? Qu'on provoque une guerre ? Tu sais comment ils sont, toi comme moi. Alors quoi ? On continue à vivre comme des lâches ? » Lucas n'avait rien répondu. Il s'était contenté de regarder le ciel qui s'assombrissait au-dessus des toits. Il ne savait pas comment lui dire qu'il avait peur. Peur de tout perdre, peur de mal faire, peur d'elle aussi, de ce qu'elle attendait. Ce soir-là, ils ne s'étaient pas embrassés. Et pour la première fois depuis des années. Ils étaient rentrés chacun de leur côté, le cœur serré. Le temps avait changé. La chaleur marseillaise de l'été avait laissé place à un vent plus sec, presque tranchant.
Dans le quartier du Panier, les ruelles semblaient plus étroites, plus lourdes. Comme si elle savait que quelque chose s'effondrait. Cela faisait 3 semaines que Clara et Lucas ne s'étaient pas vus. Pas vraiment, des messages courts, des silences, 1 ou 2 tentatives ratées de se croiser dans leur ancien coin secret. Et toujours, ce mur invisible entre eux. Le soir de leur dernière vraie dispute, Clara était partie en larmes. Elle lui avait crié qu'elle en avait marre d'attendre, marre de se cacher, marre qu'il se dérobe. Et lui, il était resté figé, muet, comme s'il n'avait pas su comment se battre pour elle. Depuis, plus rien. Clara tentait de faire semblant, mais à la maison, les choses s'accéléraient. Un soir, son père l'appela dans le salon. Il ne tournait plus autour du pot. J'ai reçu une proposition, un très bon parti, un homme bien, sérieux, établi. Il travaille dans les affaires, possède plusieurs restaurants en centre-ville. Clara resta muette. Ce n'était pas une question. Ce n'était même pas une discussion. Papa, tu plaisantes? J'ai accepté. Il viendra dimanche pour les fiançailles. Tu n'as rien à dire, c'est décidé. Elle éclata, mais je ne l'aime pas. L'amour, ça vient après. La sécurité, elle, doit venir d'abord. Et il quitta la pièce sans un mot de plus. Le soir même, les mains tremblantes, Clara envoya un message à Lucas. Il veut me marier à un homme que je ne connais pas. Je t'en supplie, fais quelque chose. Dis-moi que tu m'aimes encore. Dis-moi qu'on peut fuir, qu'on peut tout quitter. Aucune réponse, rien. Le lendemain, elle renvoya un second message. Puis un autre, toujours rien. Elle pensa à aller chez lui, mais hésita. Leur dernière dispute lui collait encore à la peau. Et puis, et s'il l'ignorait volontairement? De son côté, Lucas lisait chacun de ses messages, le cœur lourd. Il voulait répondre, il voulait courir vers elle. Mais quelque chose en lui refusait encore de céder. Par orgueil, par blessure, par cette idée idiote qu'elle finirait par le rappeler, insister, venir elle-même. Et si elle exagérait? Et si elle essayait simplement de le manipuler? Il voulait lui montrer qu'il n'était pas aussi prévisible. Alors il la laissa mariner. Il attendait, mais le temps, lui, ne l'attendait pas. Un vendredi soir, Clara lui écrivit un dernier message. Demain, c'est le mariage. Je vais être à la salle à 17h. Si tu veux m'arrêter, viens. Sinon, je disparaîtrai. Lucas regarda le message. Il le posa sans répondre. Le samedi, Marseille était baignée d'un soleil éclatant, presque insolent. Les rues du Panier étaient plus calmes que d'habitude, comme si le quartier entier retenait son souffle. À l'autre bout de la ville, dans une grande salle de réception près des hauteurs du Roucas blanc, Clara s'habillait en silence. Robe blanche, yeux rougis. Autour d'elle, des femmes s'agitaient, ajustaient sa coiffure, murmuraient des félicitations, mais elle ne les entendait plus. Elle n'avait eu aucune réponse. Pas un mot, pas un regard. Lucas ne viendrait pas. Elle avait attendu, espéré, prié. Mais maintenant qu'elle était là, face au miroir, elle sentait son cœur s'effondrer. Il l'avait laissé tomber. Pendant ce temps, Lucas, lui, traînait dans sa chambre. Il avait à moitié lu son dernier message la veille. Il l'avait trouvé trop dramatique, trop, Clara, trop. Elle essaie encore de me forcer la main. Il pensait qu'elle exagérait, qu'elle bluffait pour le faire réagir, qu'elle attendrait encore, comme toujours, mais au fond, quelque chose en lui n'était pas tranquille. Vers 16h20, alors qu'il fumait une cigarette sur les marches de l'immeuble, Mathieu, un ami d'enfance, passa en scooter. « Et Lucas, tu as entendu? Quoi? Tu n'as pas vu? Clara se marie aujourd'hui, tout le quartier le sait. » Un vide, une explosion intérieure. Le cœur de Lucas manqua un battement. « Quoi? Oui, une salle sur les hauteurs, je crois que c'est vers Notre-Dame-du-Monde plus haut. Il paraît que c'est un homme d'affaires, un genre de truc arrangé. » Tu ne savais pas? Mais Lucas n'écoutait plus, se leva d'un bond. Courut jusqu'à sa chambre, attrapa son téléphone, ouvrit enfin le message. « Demain, c'est le mariage. Je vais être à la salle à 17h. Si tu veux m'arrêter, viens. Sinon, je disparaîtrai. » Heure, 16h34. Il n'hésita plus. Il sauta sur sa moto. Pas de casque, pas de sac. Juste son blouson et un cri dans la poitrine. Il roulait vite, trop vite, à travers les boulevards, les carrefours, les regards des passants qui se retournaient à cause du bruit. Il pensait à elle, à ses yeux pleins de larmes, à ses mains qu'il n'avait pas su retenir. Il se revoyait enfant, sur les marches de l'école, elle lui tenant la main. « Tiens bon, j'arrive. Tiens bon Clara. » Mais le temps, ce traître, courait plus vite que lui. À la salle des fêtes, Clara était déjà dans l'allée centrale, le cœur vide. Son futur mari l'attendait, un homme calme, poli, qu'elle ne détestait pas, mais qu'elle ne connaissait pas. Elle priait en silence, qu'il vienne, qu'il m'arrête, qu'il ouvre la porte et dise non. Elle avait gardé son téléphone près d'elle jusqu'au dernier moment. Aucun message, aucune vibration, et à 17h07, elle fit les premiers pas vers une vie qu'elle n'avait pas choisie. Les photos furent prises, les invités sourirent, mangèrent, dansèrent. Mais Clara, elle n'était pas là. Ou plutôt, elle y était sans y être. Chaque instant, chaque geste était flou, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Elle n'entendait plus les musiques, ne voyait plus les sourires. Elle ne sentait que le vide, le poids de l'absence.
Lucas n'était pas venu. Lucas ne s'était pas battu. Le lendemain, elle s'était levée dans un lit qu'elle ne connaissait pas, à côté d'un homme qu'elle n'avait pas choisi. Thomas Delcourt. Il était gentil, respectueux, presque maladroit. Il ne savait rien de l'histoire. Il croyait, comme tout le monde, que Clara était simplement réservée, timide. Elle ne parlait presque pas. Les jours devinrent des semaines. Les semaines, des mois. Puis des années. Clara avait arrêté de chercher Lucas au bout de quelques mois. Plus de nouvelles, numéro injoignable, profil supprimé. Et quand elle était retournée dans leur ancienne ruelle, leur coin secret, il n'y avait plus rien. Lucas Martel avait disparu. Sa famille, partie. Ils avaient déménagé brutalement quelques semaines après le mariage, sans prévenir personne. Plus de traces. Clara avait tenté de se reconstruire. Elle avait fait semblant. Elle avait fini par avoir 2 enfants avec Thomas. Des enfants qu'elle aimait, sincèrement. Mais l'amour, le vrai, celui qu'on porte au fond de soi, était mort avec Lucas, ou du moins, avec ce qu'il représentait. Elle vivait une vie correcte. Belle maison, mari fidèle, enfant bien élevé. Mais elle n'éprouvait plus rien. Ni joie, ni colère, ni passion. Juste, une survie en pilote automatique. Parfois, seule dans sa voiture, elle repensait à lui. À ses mains, à sa voix, à cette dernière promesse qu'elle avait faite. « Attends-moi. Si tu viens, je suis à toi. » Et il n'était pas venu. Elle lui en voulait, terriblement, de ne pas l'avoir sauvé, de ne pas avoir bougé, de l'avoir laissée s'effondrer toute seule. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que la vérité l'attendait, quelques années plus tard, dans un endroit qu'elle connaissait par cœur. L'appel arriva un mardi matin. Clara était en train de préparer le petit déjeuner des enfants quand son téléphone vibra. Numéro inconnu, voix froide. Votre père est décédé cette nuit. Elle ne répondit rien, pas un mot, pas une larme. Elle raccrocha, posa le téléphone, et termina de verser le lait dans les bols comme si de rien n'était. Elle ne lui parlait plus depuis des années. Depuis le jour où il l'avait vendue comme une marchandise, imposant un mariage qu'elle n'avait jamais voulu. À ses yeux, il était mort bien avant cet appel. Ce fut sa mère qui insista. « Il t'a fait du mal, je le sais », avait-elle dit d'une voix calme. « Mais tourne la page, Clara. Pour toi. » Clara avait hésité. Elle ne voulait pas revoir sa ville, ni son ancienne rue, encore moins cette tombe qu'elle n'avait jamais souhaité fleurir. Mais quelque chose en elle céda. Peut-être par fatigue, peut-être pour enfin dire adieu. 2 jours plus tard, elle retourna à Marseille, la ville qu'elle avait fui comme on fuit un incendie. Le train la déposa en gare Saint-Charles, et déjà, elle sentit ce mélange de chaleur salée, de bruit, d'agitation familière. Elle prit un taxi, regarda les rues défiler à travers la vitre, le vieux port, les cafés bondés, les bateaux blancs. Tout semblait à la fois lointain et intact. Puis elle entra dans le panier, à pied. Son quartier d'enfance, son quartier de douleur. Les pavés étaient toujours là, les volets colorés aussi, mais dans ses souvenirs, la lumière était plus vive, les voix plus légères. Maintenant, tout lui semblait éteint. Elle arriva devant l'ancienne maison familiale. Les volets étaient fermés, le mur fissuré, le jardin, que son père entretenait comme une fierté, était en friche. Elle resta quelques secondes devant la grille sans bouger. Puis elle tourna lentement la tête vers la maison d'en face. La maison des Martel, celle de Lucas. La porte avait changé, repeinte en blanc. Il n'y avait plus de boîte aux lettres, plus de rideaux aux fenêtres, plus rien. Ils étaient partis, depuis longtemps. Elle serra son écharpe autour de son cou et reprit sa marche. Pas pour fuir, pas pour se souvenir, mais parce que, sans trop savoir pourquoi, ses pas la guidaient, sans qu'elle puisse vraiment les contrôler. Le soleil commençait à décliner, baignant Marseille d'une lumière dorée qui rendait tout plus doux, presque irréel. Mais Clara ne regardait pas le ciel. Elle avançait, en silence, sur le chemin de gravier du petit cimetière, juste derrière la vieille église, à 2 rues de l'ancienne maison familiale. Ce lieu, elle ne l'avait pas vu depuis l'enterrement du matin. Elle revenait déposer quelques fleurs, par devoir, et rien de plus. Devant la tombe fraîchement scellée, elle s'arrêta. Jean-Marc Renaud, son père. Un nom, une date, une pierre froide. Pas d'émotion, pas de prière. Elle se contenta de poser les fleurs. Puis, son regard glissa doucement vers la tombe d'à côté. Quelque chose l'interpella, une sensation étrange, comme si son corps avait deviné avant son esprit. La pierre voisine était plus ancienne, sale, abîmée. Des herbes folles montaient le long du socle. À peine gravé, un mot commençait à apparaître, Martel. Le prénom, lui, restait invisible, caché sous les mauvaises herbes. Clara fronça les sourcils. Elle sentit un frisson remonter le long de sa nuque. Et, dans un murmure intérieur, elle pensa, quelle ironie. Mon père a passé sa vie à haïr cette famille, et voilà que l'un d'eux repose à ses côtés. Elle pensa d'abord au père de Lucas, à un oncle, un grand-parent. Peut-être une coïncidence, peut-être juste un autre Martel. Il y en a d'autres à Marseille. Mais la curiosité la brûlait. Elle se baissa. D'un geste lent, elle écarta les herbes, une à une. Puis, avec son mouchoir, elle essuya doucement la pierre. Et là, sous la poussière, le prénom apparut enfin. Lucas Martel 1989 à 2013.
Le monde se vida autour d'elle. Elle recula brusquement, le souffle court, le cœur affolé. Non, impossible, pas lui, pas ici. Elle relut encore. Les lettres ne bougeaient pas. C'était bien Lucas, son Lucas, enterré à quelques centimètres de l'homme qui l'avait séparé de lui. Et la date du décès? Le jour de son mariage? Clara ne savait plus combien de temps elle était restée agenouillée devant la tombe. Elle ne pleurait pas, pas encore. Elle était figée, comme paralysée dans un cauchemar éveillé. Lucas était là, depuis toutes ces années, à quelques mètres de son père. Et elle n'avait rien su, rien compris. Un frisson glacé lui parcourut le dos. Elle se releva, chancelante, et fit quelques pas en arrière. C'est alors qu'une voix derrière elle, douce, légèrement tremblante, brisa le silence. « Je savais qu'un jour tu viendrais. » Clara se retourna brusquement. Une femme se tenait là, les mains croisées devant elle. Monique Martel, plus âgée, les cheveux grisonnants, mais le regard intact. Le même regard que Lucas. « Madame Martel, balbutia Clara. Je viens tous les dimanches. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti que c'était le jour. » Clara ne trouva rien à dire. Son cœur battait trop fort. La vieille femme s'approcha lentement de la tombe. Elle déposa une rose blanche dessus, puis leva les yeux vers Clara. « Tu ne savais pas, n'est-ce pas ?» Clara secoua la tête. Les larmes montaient enfin. « Je croyais qu'il m'avait laissé tomber, dit-elle dans un souffle. Il t'aimait, jusqu'au bout. » Silence. Puis, comme pour briser une digue, Monique s'assit doucement sur un petit muret et parla. « Il avait reçu ton message, le dernier. Celui où tu lui disais que tu allais te marier. Il était resté figé pendant de longues minutes, puis il m'avait regardé, et m'a dit « Maman, je dois y aller. Je ne peux pas la laisser. Pas comme ça. » Il a pris sa moto, en panique. Sans réfléchir, Clara se couvrit la bouche de ses mains. Ses genoux tremblaient. Il ne t'avait pas répondu parce qu'il voulait venir en personne. Il voulait te regarder dans les yeux et t'arracher à cette vie. Il m'a dit qu'il allait tout arrêter, que plus rien d'autre ne comptait. Monique s'interrompit, le regard dans le vide. Mais il n'est jamais arrivé jusqu'à toi. Un sanglot échappa à Clara. Un seul, sec, brutal. Il a eu un accident, continua Monique. En bas de Notre-Dame-du-Mont, un chauffard en sens inverse. Mort sur le coup, le jour même. Clara tomba à genoux, pas devant la tombe, devant la vérité. Tout ce temps, elle l'avait cru lâche, indifférent, distant. Mais il avait essayé, il l'avait aimé, jusqu'à la dernière seconde. Et elle n'avait jamais su, jusqu'à maintenant. Le ciel de Marseille s'était couvert. Un léger vent soufflait à travers les cyprès, faisant danser les feuilles tombées au sol. Le silence du cimetière n'avait jamais semblé aussi dense, aussi vivant. Clara était restée seule. Monique était partie après une dernière étreinte discrète, avec un regard qui disait plus que 1000 mots. « Je te pardonne, si tu me pardonnes aussi. » Maintenant, Clara était là, entre deux tombes, entre deux mondes. À sa gauche, son père, l'homme qui avait décidé de son destin, qui l'avait brisé, enfermé, éloigné de l'amour. À sa droite, Lucas, celui qui avait essayé, celui qui était mort en courant vers elle. Elle resta longtemps immobile, à les regarder tous les deux. Elle n'arrivait pas à comprendre comment le sort avait pu les réunir là, côte à côte. Le plus cruel des hasards, ou le plus ironique des jugements. Elle murmura enfin, « Tu étais venu, et moi, je t'ai attendu pour rien. » Ses mains glissèrent sur la pierre de Lucas. Elle caressa doucement son prénom, comme on effleure un souvenir. « Si j'avais su, Lucas. » Les larmes revinrent, calmes cette fois, profondes. Elle ne cria pas, elle ne se jeta pas au sol. Elle resta droite, forte, brisée, mais droite. Parce qu'à cet instant, quelque chose d'essentiel s'était libéré. Elle n'attendait plus, elle ne cherchait plus, elle savait enfin. Elle se leva lentement, le cœur lourd, mais différent. Il n'y aurait pas de paix, pas d'oubli, mais il y aurait une suite. Clara tourna les talons, et sans se retourner, elle s'éloigna, laissant derrière elle deux pierres. Et toute une vie.